Aujourd'hui, on continue cette trilogie sur le bestiaire des montagnes japonaises avec la furtive et machiavélique Yama-uba. Dans les grandes lignes, Yama-uba est une sorcière qui vit dans une hutte ou dans une cabane près des routes et des chemins de montagne. En apparence, elle n'est qu'une vieille dame qui veut apporter son aide à des personnes qui faisaient une randonnée ou qui se sont perdues dans la montagne lors d'événements particuliers, jusqu'à ce qu'elle laisse transparaître sa vraie nature et se mette à les attaquer. Et pas seulement attaquer pour tuer, non, elle se nourrit aussi de ses victimes de sorte à alimenter toute sa magie. Bah oui, parce que sinon c'est pas pratique, c'est chiant. T'imagines toute l'énergie que tu déploies à aider les gens, si c'est pas pour pouvoir les bouffer après, franchement chiant quoi. Sa manière d'opérer est très souvent la même. Elle vous attire dans sa hutte ou sa cabane en vous proposant de la chaleur et un coucher pour la nuit. Elle vous nourrit et c'est seulement ensuite qu'elle vous annonce que vous serez son repas à elle. Ou alors elle attend que vous vous endormiez pour que ça soit plus facile. Parfois même, pour varier les plaisirs, elle apparaît près des voyageurs perdus et leur indique un chemin censé les faire trouver leur destination. Mais il n'en est rien et ils finissent par tomber dans le vide. Ensuite, elle n'a plus qu'à ramasser les petits morceaux déjà prédécoupés, à les faire bouillir ou alors à les faire chauffer dans la poêle et les bouffer tranquillement. Ingénieuse, n'est-ce pas? En parlant de magie, on dit aussi deux choses intéressantes sur la Yama-uba. Déjà, qu'elle peut donner vie à ses cheveux et les utiliser comme des sortes de liens pour attacher ses victimes, ou alors qu'elle peut même les transformer en serpents pour aller empoisonner les gens et que ce soit plus facile. Et justement, la seconde chose qui est en lien avec cette pratique de la magie, c'est que si cette créature est forte pour établir des stratagèmes dans le but d'attirer ses victimes vers la mort pour s'en repaître, il est également dit que si on lui apporte son repas, elle nous récompensera avec une potion ou en utilisant la magie dans notre intérêt. Avec ses cheveux blancs qui semblent flotter dans l'air, son sourire qui a l'air de pouvoir lui arracher la moitié du visage à n'importe quel moment, sa peau si fine qu'elle laisse apparaître ses os et ses yeux fins qui semblent comploter à chaque instant, Yama-uba a de quoi susciter la crainte et la méfiance des personnes qui la croisent. Du moins, s'ils sont encore vivants pour le raconter. Mais qui est vraiment Yama-uba et comment elle naît exactement? Pour commencer, dans l'histoire que je vais vous raconter après, il y a un informateur qui donne des informations sur comment la Yama-uba est créée en deux manières en suivant la tradition bouddhiste. Le premier moyen, c'est que cette créature se forme à partir de plusieurs éléments. Un gong en gueule de crocodile pour servir de bouche, des glands pour des yeux, une noix pour le nez, des champignons pour les oreilles et des lianes pour les cheveux. Tout ceci se reposant sur de la résine d'arbre de montagne pour servir de corps difforme et monstrueux. Et en fait, tout ce mélange est possible quand le vent souffle très fort dans la montagne. Et en fait, on dit qu'il est possible que ce vent souffle tellement fort qu'il emporte de la résine d'arbre avec lui. Qu'en roulant, elle accumule de la poussière, de la terre, tous ces éléments, les champignons, les noix, les glands. Cette boule devient par être tellement poussée par le vent, tellement puissante, qu'elle vient taper un gong d'un temple et l'emporte avec lui. Finalement, une fois que tout ça arrive tout en bas de la montagne, eh bien ça forme un corps qui prend vie et qui devient la Yama-uba. Et le deuxième moyen, c'est que le vent emporte juste la porte épaisse d'un temple jusqu'à ce que cette porte se sépare en plusieurs morceaux et forme un corps qui deviendra celui de la sorcière des montagnes. Mais outre ces deux manières issues de la religion bouddhiste qui expliquent la naissance de la Yama-uba, il existe d'autres explications. Car si certains démons naissent démons, il arrive que d'autres, à l'image du Oni, le deviennent. Par exemple, il existe des jeunes femmes qui sont accusées de crimes atroces et qui, pour éviter leur sentence, s'enfuient et s'exilent dans les montagnes désertiques. Et au fil du temps, elles finiront par se changer en sorcières des montagnes. Mais pour en venir à ses origines les plus lointaines et celles qui ont le plus de sens, il faut se rapporter aux famines de la période Edo. On se remet vite fait dans le contexte. Vous n'avez plus de quoi manger, ou tout du moins de quoi nourrir l'intégralité de votre famille. Et comme à l'époque, les familles vivent toutes ensemble, vous avez beaucoup d'estomac à remplir. Seulement voilà, ce qui vous reste permet à peine d'en remplir le fond et il n'est même pas sûr que ça soit suffisant pour survivre une semaine de plus. Comme je vous l'ai dit, vous vivez avec toute votre famille, y compris vos parents et vos grands-parents. C'est alors qu'une idée vous traverse l'esprit. Au début, vous pensez que c'est la folie liée à la faim ou alors une sorte d'instinct qui vous pousse à réfléchir ainsi. Alors vous tentez de l'effacer. Mais cette idée persiste et s'ancre de plus en plus dans votre esprit. De toute manière, que vous les nourrissiez ou non, ils finiront par mourir. Alors, pourquoi ne pas les sacrifier? Et par sacrifice, vous entendez les tuer. Mais tuer, c'est un crime. Et c'est d'autant plus atroce qu'il s'agit de votre propre famille. Alors maintenant, il vous reste quelle solution? La montagne. Cette même montagne qui abrite des créatures à l'aura qui vous glace le sang. Là-bas, personne ne pourrait y survivre. C'est alors que vous décidez de prendre votre vieille grand-mère par la main et de l'y emmener en prétextant une promenade. Une fois bien enfoncé dans les bois, assez pour que vous doutiez vous-même du chemin à prendre pour rentrer, vous lui lâchez la main et vous partez, assez vite pour qu'elle ne puisse jamais vous rattraper. Vous pensez à lui expliquer pourquoi vous faites ça en lui criant au loin pendant que vous vous enfuyez, mais à quoi bon? Et le pire, c'est que ce genre d'histoire était vraiment très commune à l'époque. Et il n'y a pas que les grands-parents qu'on abandonnait comme ça à une mort certaine, mais aussi les plus jeunes enfants. Seulement, ces vieilles dames, une fois remplies de haine et de rage, assez pour développer un flux de magie en elles, se transforment
en Yamauba, et non plus comme objectif que de faire payer leur lâcheté à leur ancienne espèce, les humains, en se nourrissant d'eux comme eux se sont nourris de leur abandon. Mais pour en revenir à son apparence, plus officielle si on peut dire, à savoir cette vieille femme extrêmement blanche, que ce soit des cheveux ou de peau, son kimono rouge et son sourire très large et machiavélique, on va se pencher sur deux choses qui ont marqué la culture populaire japonaise, l'Iputu et le mouvement Yamamba. Vous connaissez très certainement cette créature, mais saviez-vous tout ce qui se cache derrière son apparence? De notre côté du monde ainsi qu'en Amérique, on a longtemps pensé que ce Pokémon était une personnification du blackface, rien que ça. Et sans partir dans les grands détails, car cette vidéo dont je vous laisse le lien en description le fait extrêmement bien, je vais simplement vous parler du mouvement qui se cache derrière l'apparence du Pokémon, ainsi que son lien avec la Yamauba. Vous le savez, le Japon est très attaché à ses mythes, ses croyances et les histoires qui ont marqué l'imaginaire collectif. Si bien qu'aujourd'hui encore, ces mêmes mythes et croyances n'ont toujours pas cessé d'être représentés encore et encore dans la culture populaire. Et du coup, quand la mode du Ganguro est apparue et a ensuite évolué, cette évolution a été nommée Yamamba, en référence à la créature de notre bestiaire. Cette première mode du Ganguro est apparue dans les années 70, avec pour but de choquer, ce qui a extrêmement bien marché car elle a fait couler beaucoup d'encre et très rarement en bien. En effet, derrière cette idée de s'assombrir la peau à l'extrême avec des rayons UV, se décolorer les cheveux à la limite du blanc et porter des vêtements en dehors des marges de la longueur de la société, ces jeunes femmes voulaient surtout porter un message d'émancipation, de liberté et de fun avant tout. Bien évidemment, ce qui était relaté dans les journaux à l'époque parlait plutôt de désengagement envers le pays et ses valeurs. Voilà, parce que pourquoi demander à une personne pourquoi elle fait ça quand on peut traduire vraiment ce qu'on veut? C'est ensuite, vers les années 90, que cette mode a évolué. On a commencé à porter des vêtements plus courts, se maquiller les yeux et la bouche en blanc, tout en rajoutant un maximum de couleurs flashy dans les accessoires. Et c'est en ce qui concerne le fait de rajouter du blanc pour élargir le sourire, ainsi que l'idée de l'émancipation de la société, qu'on a tout de suite associé cette mode à la Yamauba, et donc qu'on lui a donné son nom. Et pour enfin en terminer avec l'Iputu, vous vous doutez que ce n'est pas anodin si son visage est maquillé en noir, si ses lèvres ressortent avec des couleurs très claires, et si ses cheveux sont blond platine, tout en vivant dans les montagnes et en étant habillé d'une robe rouge. Et maintenant qu'on en a fini avec son apparence à la Yamauba, on va pouvoir passer à ses actions. Parmi les contes les plus connus concernant une Yamauba pas si méchante, il y a le conte de Kintaro. Et pour faire court, Kintaro c'était un orphelin qui a été abandonné dans une forêt d'une montagne avant d'être trouvé puis élevé par la sorcière qui y habitait. Son nom, allez je vous le donne en mille, Yamauba. La suite de son histoire raconte qu'il était doté d'une force incroyable, capable de casser des pierres aussi facilement que de la craie et de déraciner des arbres en les manipulant comme des brindilles. Malheureusement, on n'a que très peu d'informations sur sa relation avec Yamauba. Mais dans un premier temps, cela nous montre qu'au-delà d'aider, elle est même capable d'élever un enfant. Et c'est un contraste que je trouve assez fort avec l'image qu'on peut avoir d'elle. Mais si vous voulez vraiment plus de détails, je vais vous raconter la petite histoire d'une courtisane et de sa rencontre avec la femme démon. Cette courtisane était assez célèbre, principalement pour ses chants et ses danses. Elle entreprit un jour un pèlerinage qui la mènerait en haut d'une montagne jusqu'au temple Zenkoji. Après avoir longé la mer du Japon et être arrivé au pied de la montagne avec sa suite, ils rencontrèrent un homme qui leur dit qu'il y avait 3 chemins pour se rendre au temple. Le chemin du haut, le chemin du bas et le chemin d'Agero, qui, spirituellement, représentait plus de bénéfices que s'ils empruntaient 5 ou 10 fois les autres chemins. En revanche, ce chemin n'était pas adapté aux chaises, et pour le parcourir, il fallait que la courtisane y marche de ses pieds nus. Et elle décida donc que c'est ainsi qu'elle accomplirait son pèlerinage. Et le chemin, à peine emprunté, la nuit tomba brusquement. L'informateur et le suivant en furent très étonnés, et ce dernier demanda s'il n'y avait pas un endroit où loger pour la nuit. Mais l'informateur lui dit qu'il n'y en avait que s'il revenait en bas de la montagne, et que sinon il fallait encore monter longtemps. Soudain une paysanne apparut et dit qu'elle pouvait les loger, mais à une seule condition, que la courtisane lui fasse entendre son chant qui se nommait la sorcière des montagnes. Et après que les deux hommes se soient demandé pendant des heures si c'était bien valable, la courtisane se mit à chanter et même à danser. La paysanne laissa donc apparaître son vrai visage sous la lune, et elle ne correspondait que très peu à la description physique que les deux hommes en avaient faite. La femme démon tenta de rassurer la courtisane en lui disant qu'elle ne lui voulait aucun mal, et elles se mirent ensemble à chanter et danser. Les conclusions sont assez peu claires quand on ne connaît pas les valeurs du bouddhisme, et donc forcément j'aurais du mal à vous apporter une interprétation qui est plutôt propre à cette religion. Mais à travers mes propres yeux, j'ai l'impression qu'il s'agissait un petit peu de casser le mythe de la sorcière des montagnes méchante. Qu'en gros, il fallait voir les choses de nos yeux, leur laisser une chance, plutôt que de suivre simplement les rumeurs qui couraient sur elle. Et que du coup, notre charité ne doit pas dépendre des informations qu'on a, mais plutôt de nos ressentis et expériences personnelles. Du coup, cette histoire, elle est tirée d'une pièce de théâtre bouddhiste écrite en 1932 et qui s'inscrit dans le théâtre lyrique japonais, appelé aussi No. Et petit détail intéressant, dans le théâtre No, généralement, la Yamauba était représentée en étant peinte
en noir. Ce qui peut d'autant plus expliquer la couleur définitive du Pokémon Liputu. D'ailleurs, si vous voulez lire cette pièce par curiosité, eh ben je vous laisse le lien dans la description si vous voulez. Mais du coup, vous commencez à en savoir pas mal sur cette sorcière des montagnes, non? Est-ce que vous sauriez la reconnaître si vous la croisiez? Si je vous demande ça, c'est parce que la Yamauba est confondue avec 3 autres yokai des montagnes japonaises. Je vais vous en parler tout de suite, bien évidemment. La Yuki-onna, c'est une créature qui se nourrit des voyageurs perdus dans les montagnes. D'apparence déjà, elles sont vêtues d'une longue robe de couleur froide qui recouvre un corps dont la peau est d'une blancheur à vous faire passer des frissons dans tout le corps. Et tout ça surmonté de longs cheveux noirs. Et tout ce lexique qui se rapporte au froid, c'est pas anodin, car c'est par ce biais qu'elle attaque et ôte la vie de ses victimes, en les gelant littéralement sur place. Elle tire sa force des tempêtes de neige. C'est pour ça que quand elle pose ses lèvres sur celles de ses victimes pour aspirer leur force vitale, son souffle les pétrifie comme des glaçons. Uni, c'est le nom de la seconde créature s'apparentant à Yamauba, et c'est aussi celle qui est la plus différente de cette dernière. On peut comparer le côté humain de son apparence à une vieille femme, laide, avec un large sourire et des cheveux noirs, et sale. Très sale. Sale, c'est d'ailleurs tout ce qui la recouvre qu'il est. À la base, ce sont ses cheveux qui lui servent de parure, comme un drap, mais ils sont semblables à de la tourbe de marée. On dit de temps en temps qu'ils sont également couverts de végétation. On se doute qu'une certaine odeur doit accompagner son apparence. Et pourtant, la Uni n'est pas réellement méchante. Repoussante à certains égards, ok, mais quiconque la traite avec bienveillance sera remercié de ses amitiés et aura même la chance qu'elle tire du fil pour lui ou pour elle toute la nuit, disparaissant au petit matin en ne laissant que ce modeste présent pourtant d'une très grande qualité. Et enfin, nous passons à Shitanaga Uba, qui est des 3 créatures celle qui ressemble vraiment le plus à la Yamauba. Quand les voyageurs sont perdus dans les montagnes et que la nuit est sur le point de tomber, une vieille dame aux cheveux blancs et au kimono beige est susceptible de les accueillir chez elle. Elle les nourrit et ils passent la nuit chez elle. Vous savez ce qui se passe ensuite, ok? Seulement ce qui est différent avec la Shitanaga Uba, c'est qu'elle ne perd pas de temps à les tuer, à les découper. Non, elle les lèche. Et elle les lèche jusqu'à ce que la peau laisse place à la chair et au sang. Vous êtes bien avec cette info-là? Et si vous vous demandez comment elle fait pour que ses victimes ne bougent pas, c'est simple, c'est parce que sa langue mesure 1,50 m de long. On peut peut-être en déduire que la Yamauba, dans certains cas, n'attend que de la reconnaissance, et qu'on prenne le temps de la connaître avant de la rejeter à cause des histoires qu'on a déjà entendues, un petit peu comme celle de la Dame Blanche. Et si on a aussi peur d'elle, c'est parce que dans la plupart des contes, on la caractérise comme étant une sorte de femelle du Oni. Mais du coup, sa soi-disant bienveillance finit quand même par s'intégrer au célèbre conte de Kintaro. Mais bon, je pense que c'est là un cas très à part, l'exception qui confirme la règle. Car même pour la plupart des disparitions d'enfants, la personne qui est mise en cause, c'est bien la Yamauba. Elle est au Japon ce que le croque-mitaine est pour nous en Europe. Alors peut-être que sa méchanceté est surtout faite pour faire obéir les enfants, et peut-être pas. Mais malgré tous les méfaits dont elle est capable, dans la plupart des histoires, on peut quand même trouver un petit échantillon de philosophie qui aide à avancer. D'ailleurs, on dit qu'un des seuls moyens de se débarrasser d'elle, c'est de détruire une fleur qui renfermerait son esprit. C'est plutôt sympa quand même. Bref, du coup, c'est la fin de cet épisode, de ce chapitre sur la Yamauba. C'est le 2e et avant-dernier épisode de la trilogie du bestiaire qui va parler des créatures des montagnes. J'espère que ça vous a plu, et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, le mettre dans les commentaires si ça vous a plu. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, et surtout, on se retrouve au prochain épisode qui arrive. Voilà, la bise.